J'étais vraiment, depuis, du CP à la terminale, j'étais la première de la classe timide, qui parlait à personne, qui répondait pas quand on lui parle. J'étais timide, maladive, mais vraiment je rougissais dès qu'on me regardait et donc passer le BAFA déjà c'était énorme, mais je le faisais parce que bon, j'étais un peu obligée par mes parents, qui avaient raison en fait, de vouloir, m'extravertir un peu. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Sound silly? I don't care. I know who I am. Écoute Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine, tu comprends ? Pour ceux qui n'ont pas la ref, ceci est une réplique du film culte Nos jours heureux, sorti en 2006, qui m'avait tant fait rire à l'époque et surtout qui m'avait définitivement découragée de passer un jour mon BAFA. C'est l'histoire d'une colonie de vacances racontée du point de vue des animateurs. Et c'est dans cette ambiance et ce décor que j'imagine le crush que mon invité du jour va nous raconter. Salut Mélanie, bienvenue sur Crush, comment vas-tu ? Salut MC, bah, ça va très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Et je rejoins ton intro. Je pense qu'on est dans la bonne ambiance là. Colonie de vacances, les jours heureux. On est d'accord que c'est un film culte ? Complètement, complètement. Je l'ai vu au moins 20-25 fois. J'aurais pu aller beaucoup plus loin sur cette scène-là, tu sais, c'est quand elle hurle sur le gosse à la piscine. Oui. Qu'elle insulte. Moi, j'aime beaucoup la scène où elle fait « Et on se sort les doigts du cul !» Voilà. Tout en poésie. Ouais, j'adore. Mais c'était bienveillant, hein, c'était affectueux. Exactement. Alors, voilà, donc tu vas nous raconter l'histoire de ton crush qui a eu lieu en colonie de vacances. Mélanie, avant de rentrer dans les détails de cette histoire, est-ce que tu peux te prêter au rituel du podcast de te présenter en 5 hashtags, s'il te plaît ? Oui, alors c'était pas facile, mais je vais y arriver. Donc j'ai choisi comme hashtag, le premier c'est passionné parce que, je crois que dans tout ce que je fais, que ce soit des loisirs ou le travail, je suis toujours un peu intense. Par exemple, quand j'ai découvert, l'aquarelle, ben, je m'y suis mis, j'en ai fait 6 heures par jour. Enfin, là, je suis à fond dans l'intelligence artificielle, bah, je me forme, je lis des newsletters, voilà, je suis à fond et donc je pense que ça me représente bien c'est pour ça que je choisis en premier. Passionné ou un peu obsessionnel ? Ah! C'est la frontière est assez mince, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, je laisserai les autres, juger. Le deuxième, c'est engagé, parce que je suis assez alors ça fait pas depuis si longtemps que ça fait depuis que je fais des podcasts, donc j'en parlerai dans le troisième hashtag. Voilà, je pense que je suis assez engagée sur les sujets sociaux, sur les sujets, écologiques, sur les sujets même politiques. J'ai créé une association qui s'appelle Asiatitude Family, enfin, j'ai des convictions et j'aime bien les défendre, tout haut. Ça fait partie de la Mélanie que je connais, en effet. Ouais, parce qu'on se connaît aussi à travers, nos 2 podcasts. Ton troisième hashtag a un lien avec le podcast, tu m'as dit. Exactement, bah, le troisième c'est podcast addict. J'ai mis ça tombait très bien le format hashtag puisque quand j'ai lancé mon premier podcast, on communiquait surtout sur Instagram et on mettait des hashtags et pour trouver d'autres personnes qui adoraient les podcasts, je mettais toujours le hashtag podcast addict, podcast lover, podcast, et comme je me suis reconvertie en fait, il y a 7 ans de mon ancien métier d'avocate à podcasteuse, créatrice de podcasts, et accompagnatrice de podcasteurs et j'écoute aussi énormément de podcasts en fait, de manière générale. Je trouve qu'il était obligatoire, de le mettre celui-là. Le quatrième c'est entrepreneur, parce que du coup je suis entrepreneur maintenant, je suis à mon compte. Et donc j'ai mon agence de marketing du podcast et donc je parlais tout à l'heure d'IA, de ma passion pour l'IA, je crée du contenu, pour les podcasteurs avec de l'IA, je fais, des RP pour les marques et cetera, donc je suis entrepreneur et ça a un lien aussi avec le 5e hashtag qui est liberté chérie parce que j'ai choisi la voie de l'indépendance,
pour la liberté principalement. J'ai mis ce hashtag liberté chérie, pas que pour le côté pro, parce que je pense que dans tous mes choix, que ce soit pro, perso, à la base, je voulais pas d'enfant. Enfin, c'était vraiment pour être libre de tous mes mouvements. Là, on enregistre. Alors, je sais pas si ça se voit, mais il fait nuit et de ton côté, il fait jour. C'est parce que je suis de l'autre côté du monde. J'aime travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc, la liberté, je pense que c'est une valeur importante pour moi. Quand tu étais avocate, tu étais quel type d'avocate? J'étais avocate en droit du travail, donc droit social, employeur salarié. Et pareil, j'étais aussi indépendante, mais un peu moins que maintenant, puisque je devais aller dans un cabinet quand même tous les jours, donc c'était un peu moins libre que maintenant. Rentrons dans l'histoire de la rencontre que tu vas nous raconter. Comme tu le sais, Crush, ce sont de belles histoires, mais c'est aussi une exploration au cœur de la rencontre amoureuse. Et je me demande notamment dans quelle mesure notre éducation et l'environnement familial dans lequel on a grandi peut influencer nos choix et nos préférences en matière de partenaires amoureux. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel type de famille tu as grandi, dans quel environnement, si tu avais des rôles modèles particuliers autour de toi qui t'ont marqué? Alors, rôle modèle, je sais pas, je vais répondre à ta question sur l'environnement familial. Moi, donc, je suis la fille de parents comme tout le monde, mais qui se sont séparés quand j'avais 2 ans. Donc, j'ai jamais vécu avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Tous les 2 se sont remariés très vite. Donc, j'ai vécu avec ma mère. Alors, je le précise parce que je pense que une conséquence. Ma mère qui est d'origine vietnamienne et mon beau-père qui est d'origine française. Et donc, j'ai été élevée par mes 2 parents, enfin, que je considère mes parents. Et puis, mon père, de son côté, s'est remarié avec une femme qui est ma belle-mère maintenant. Et donc, j'ai eu comme rôle modèle, je sais pas si c'est des rôles modèles dans le sens, on veut y ressembler, mais en tout cas, c'était les personnes que j'avais en couple autour de moi, tous les 2 dans une culture dans une culture asiatique et qui n'est pas du tout démonstrative. Mis à part qu'ils étaient ensemble, j'ai jamais eu aucun signe qu'ils étaient amoureux, tu vois? Ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. C'était juste, on est en couple, on habite ensemble, on a des enfants, voilà. J'ai jamais eu ce quelconque signe d'émotion. Tu décelais quand même de l'amour derrière l'entité couple? Alors oui, maintenant avec, le recul et beaucoup plus de temps et aussi avec le fait que, parmi, mes activités, je te disais que j'ai une association pour les asiatiques et donc j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet de l'identité asiatique. En fait, l'amour existait énormément et existe toujours. Il s'exprime pas à travers des mots, ni des gestes, d'affection, tu vois? Comme on peut voilà, les bisous et cetera, mais par, je fais une énorme, marmite à manger, il y en a énormément sur la table, je te demande si tu as plus faim, je vais t'acheter des vêtements pour te tenir chaud. C'était vraiment que des gestes, mais ça je le voyais pas, voilà, en grandissant. Aujourd'hui, je le sais. Il y avait de l'amour dans l'air, on va dire, mais pas de la même façon qu'en Occident, on l'imagine. Et toi, avec ces deux couples avec lesquels tu as grandi, tu as développé quelle vision de l'amour? À ce moment-là, quand tu étais enfant et du coup dans ton adolescence, avant d'avoir ta propre vie amoureuse, comment tu voyais l'amour? Alors peut-être qu'elle s'est construite avec eux, mais de manière, un peu enfin dans le négatif. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'à l'époque, il y avait pas forcément je me suis jamais intéressée en fait, trop, à l'amour, aux garçons, enfin, à l'âge où, à l'adolescence, tout le monde, parle des garçons et cetera. Je pense que je me faisais une idée, mais en me disant que c'était un peu fictif. Enfin, pour moi, l'amour, c'était que dans les films, c'était que, dans les romans, c'était que dans les films hollywoodiens et donc ma vision, elle était celle de l'amour fantasmé, presque, idyllique, c'était vraiment les, coups de foudre à Notting Hill, voilà, c'était ma vision de l'amour, c'était celle que je ne le voyais pas autour de moi, mais que je pouvais juste imaginer dans la pop culture. Je crois que c'est ça, c'était un peu ça ma vision de l'amour. Donc vraiment, ouais, toutes les références d'amour romantique à souhait dans lesquelles notre génération a grandi, que ce soit via les films, comme tu dis, ces comédies romantiques. Les années 80-90, c'est vraiment la période phare de ces films-là. Les séries aussi, je ne sais pas si tu regardais des séries, mais Ah ouais, complètement. Ali McBeal, je regardais, plein de séries et je pense que ça s'est construit à travers, ces séries, ces films, ces livres.
plus que des vraies histoires d'amour que je connaissais. Et tu dis des livres, ça veut dire que t'as un roman auquel tu penses ou pas? J'ai lu Jeanne Eyre, qui est pas du tout l'histoire d'amour que j'ai envie de vivre, enfin que je recommande de vivre. Mais j'avais cette idée d'amour intense, vraiment le truc où tu peux pas vivre sans l'autre, c'est ta moitié et puis j'écoutais aussi beaucoup de musique. Je pense que la musique ça joue, les histoires d'amour où tu te languis. Enfin, vraiment j'étais à fond là-dedans. Et ça veut dire qu'à 17 ans, au moment où tu vas rencontrer Nicolas, on va le nommer, tu te projetais complètement dans cet amour-là. Tu le cherchais, tu l'attendais, tu l'espérais. Dans quel état d'esprit t'étais? Je pense, de manière générale, ça devait être mon image de l'amour. Un jour, quand je verrai, c'est marrant que je dise ça parce qu'en fait, ça s'est un petit peu confirmé. Très intéressante ta question psychanalytique. Mais oui, je me disais, si un jour je trouve le bon, je le saurai. Donc j'étais un peu dans cette image-là. Mais à un moment où je le rencontre, j'étais pas du tout dans cet esprit, dans cet état d'esprit de trouver quelqu'un. T'as quel âge quand tu le rencontres? J'ai 17 ans. Tu veux me raconter comment ça, dans quelles circonstances tu vas le voir pour la première fois? Alors du coup, moi, mes 2 parents, travaillaient à la RATP et j'étais, enfant donc, d'agent RATP. Il se trouve que quand on est enfin, comme dans beaucoup de grandes entreprises, il y a la possibilité en fait de passer le BAFA. Quand, on est animateur, on doit passer le BAFA et pour moi, en fait, c'était l'un des seuls moyens de travailler avant d'avoir 18 ans. Parce que c'est super difficile de trouver un job d'étudiant, entre 16 et 18 ans quand tu es mineur et en fait, via le BAFA, j'étais presque garantie d'avoir un job étudiant l'été voilà, pour me faire un peu d'argent de poche. Et donc moi, c'était clairement que pour ça. Hein. Il n'y avait pas d'autre raison parce que parce que pour moi, en fait, un animateur, une animatrice, c'est quelqu'un d'assez extraverti, qui doit avoir de l'énergie, de parler devant des enfants, de s'en occuper, d'animer des activités. Et moi, j'étais l'opposé de ça. J'étais vraiment, depuis du CP à la terminale, j'étais la première de la classe, timide, qui parlait à personne, qui répondait pas quand on lui parle. J'étais timide, maladive, mais vraiment, je rougissais dès qu'on me regardait. Et donc, passer le BAFA, déjà, c'était énorme, mais je le faisais parce que bon, j'étais un peu obligée par mes parents, qui avaient raison, en fait, de vouloir m'extravertir un peu. Et puis, pour gagner un peu de sous, ça me motivait. Donc, tout ça pour dire que je passe donc le BAFA se passe en 3 étapes. Je passe le théorique, c'est juste une semaine où tu es voilà, assis avec plein d'autres personnes et tu apprends des choses sur les enfants, comment s'en occuper. Et après, tu dois valider avec un stage pratique où tu passes là du temps en tant qu'animateur, animatrice stagiaire dans une vraie, alors soit dans un centre de loisirs, soit une colonie de vacances. Donc moi, j'étais obligée de faire cette colonie de vacances. J'étais affectée parce que c'est la RATP qui t'affecte, parce que tu dois leur rendre, parce que mon BAFA était gratuit. Je suis affectée l'été de mes 17 ans, donc je passe l'été de mon bac, à un mois de colonie de vacances en août. Et je reçois une lettre avec tel directeur. Donc je vois avec Nicolas, vous passerez un mois. Et en plus, j'étais affectée avec des maternelles. Donc voilà, j'avais rien choisi, mais je devais le faire. Et moi, je me dis, j'y vais pour valider mon BAFA. J'essaye juste de pas faire trop de catastrophes parce que je me sentais nulle, mais nulle. C'était le dernier de mes soucis de rencontrer ni des amis, ni un amoureux. Mais vraiment, c'était pas du tout l'idée. Et donc, avant de faire le mois d'août, la colonie, il y avait une réunion de préparation des animateurs, des animatrices, je sais plus, 3-4 mois avant, où on se réunissait tous pour se rencontrer. Donc, j'arrive le jour J à cette réunion. Je me souviens mais de tous les détails, comme si c'était un film. Donc en fait, c'était pas très loin de chez moi, c'était en Seine-et-Marne dans le 77 et moi j'habitais aussi dans le 77. Donc c'était vraiment le hasard que je sois affectée là. Mes parents m'amènent en voiture, on met 20 minutes en voiture, ils me déposent devant, c'était un genre de manoir, enfin je sais pas comment appeler ça, mais c'était un grand bâtiment pour la colonie de vacances. Je vois un grand homme planté devant le grand portail du château et je pense que je vois juste la silhouette en passant en fait en voiture avec mes parents. Il s'arrête, mais j'entends genre les graviers de la voiture s'arrêter. Mes parents qui me disent bon bah on te laisse là à ce soir, voilà bonne journée. Et moi je tourne la tête et je vois un brun, yeux bleus, ouverts, je sais pas trop, yeux clairs, hyper grand, genre 2 mètres. Et je me dis waouh, il est trop beau. Et en fait, dans ma tête, je perds mes moyens. Mais je pense que dans la réalité, je marche, je lui dis bonjour, je me souviens de rien en fait. Je me souviens de rien, je lui dis bonjour. Et je crois qu'il dit bonjour, moi c'est Nico et toi.
Et je crois que j'ai même pas répondu, je sais plus. Et j'ai dû dire Mélanie tout doucement. Et après, je suis rentrée dans le bâtiment. Il me dit voilà, tout le monde est arrivé, va dans le bâtiment, à tout à l'heure, avec un grand sourire. Et je le trouve magnifique. Je me dis mais c'est exactement l'homme de ma vie. C'est comme ça que je l'imaginais. Ça y est, c'est lui. Je sais que c'est lui. Là, consciemment, tu te dis ça à ce moment-là. Oui, ouais. Je me dis je sais que c'est lui. Et je sais. Et là, je me dis mais qu'est-ce que tu te dis, Mélanie, n'importe quoi. T'es venue là pour passer ton BAFA. Et donc tout le reste de la journée, je pense que je me souviens de rien, à part que je le regarde. Je le regarde parler. Je le vois parler. Je le trouve beau. Dans ma tête, ça fait comme dans une série, tu vois. Je fais ah ça y est, et je sais plus du tout ce qui s'est passé de toute la journée. Je rentre chez moi et la nuit, je pense qu'à ça. Et pendant les 3 mois jusqu'à la colo, bah, je vais me dire bah ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais comment faire en sorte qu'il le sache? Ok, alors attends, il y a un truc qui est marrant que tu as dit, c'est que avant de dire je ne me souviens plus de rien, tu as dit je me souviens très bien des sons, quand la voiture qui crisse, la scène et tout, tu l'as décrit de façon très précise. Ça veut dire que en amont du choc, de l'impact, comme si ton cerveau avait imprégné des détails, mais qu'après, par contre, tu as la mémoire qui se brouille, c'est ça? Ouais, complètement. En fait, à partir du moment, je me souviens de tout le trajet jusqu'à temps d'arriver devant le bâtiment et de sortir de la voiture, jusqu'à même aller jusqu'à, tu vois, à 10 centimètres de lui pour dire bonjour. Et ensuite, je passe derrière lui et je me souviens de rien. Je le sais consciemment que, bah, a priori, j'ai dû aller dans le bâtiment, j'ai dû passer la journée de préparation, etc. Mais je me souviens plus. Je me souviens vraiment jusqu'à là. J'ai l'impression d'avoir eu un choc émotionnel qui fait que j'ai complètement oublié tout le reste. Mais je sais que à ce moment-là, j'ai l'idée précise que c'est exactement l'homme de ma vie. Enfin, c'est exactement comme ça que je le voyais, même si je me l'étais pas imaginé avant, en fait. T'avais pas fait son portrait robot, quoi. Non. Donc, symptôme, quand même, ce symptôme, perte de mémoire. Oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'en fait, on dit toujours, parce que ce que tu décris, c'est une espèce de coup de foudre, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le langage de l'amour. Tu as plein d'effets comme la vue qui se brouille, les mains moites, ou plein d'effets de ce genre-là. Mais c'est vrai que le cerveau agit aussi sur la mémoire. Ces marqueurs émotionnels agissent aussi sur la mémoire. Bah, je crois, enfin, en tout cas, là, j'ai pas d'autre explication. Vaut mieux que quand c'est des événements positifs, c'est cool, parce que quand c'est des événements négatifs, on peut aussi les oublier. C'est la mémoire sélective. Ok, donc tu le vois toute cette journée, tu bois ses paroles. Je pense que tu n'as pas écouté grand-chose de ce qu'il t'a dit, mais tu l'as bien regardé. Et tu te dis, dans 3 mois, la colo commence. Je veux qu'il se passe un truc entre nous. Je me dis à la fois, c'est impossible, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, donc, j'avais 17 ans, et je vois bien qu'il est plus âgé que moi. J'arrive pas trop à identifier de combien, parce que bah, il faut être physionomiste, je suis pas trop. Et je me dis, bah, déjà, je sais pas s'il est en couple, parce que bah, on n'a pas parlé de ça. En fait, j'ai aucun indice. Et 2, même s'il l'était pas, à quel moment il tombe amoureux de moi, en fait? Je vois pas comment c'est possible. Donc je suis plutôt pessimiste. Je me dis plutôt, bah, en fait, j'ai son image en me disant, bah voilà, c'est à cette personne que devrait ressembler. Alors, c'est physique, mais c'est aussi dans sa manière de parler. Enfin, c'est assez bizarre parce on va vraiment se dire que c'est que physique, vu que je l'ai vu en quelques secondes et je me suis dit. Mais il y a dans sa façon de parler, enfin, je sens enfin, comme de la gentillesse. Enfin, vraiment, il y a un truc qui fait que le tout, je valide. Et en fait, je me dis plutôt que je veux sortir avec lui parce que ça me paraît un peu impossible. Je sais pas si. Il y a trop d'éléments en fait qui sont inconnus et même défavorables rapport au fait que je sois aussi timide. Je sais même pas, même s'il était célibataire, comment je ferais. Je sais pas draguer, je suis jamais sortie avec personne. Je suis venue aussi pour valider mon stage et il va me dire mais qu'est-ce que c'est le directeur en fait, qu'est-ce que tu fais? Donc non, moi je me dis plutôt voilà, je sais plutôt à quoi ressemble celui à qui il faut que je cherche une personne comme ça. Mais secrètement, je me dis quand même si jamais il y a moyen, on sait jamais. Ok, donc attends, quand même, ça veut dire que manque de confiance en toi, grande timidité, t'y crois peu, mais tu espères. Ouais, disons que j'y crois à 10% et 90%, j'y crois pas. Donc il y a quand même une once, une petite once d'espoir. Et d'ailleurs, ces 10%, ils correspondent à quoi, tu crois? Bah, l'espoir qu'il faut garder pour ne pas désespérer, je sais pas, parce qu'après je me dis sinon je serais trop triste en faisant la colo. Je sais pas du tout. Mon optimisme, peut-être. Donc après ces 3 mois, tu cristallises à mort, donc pendant 3 mois, tu penses qu'à lui, tu dois t'imaginer plein de trucs. Je te disais que j'avais 17 ans et c'était l'été de mon bac.
Donc 2 mois plus tard, je passe le bac. Je pense qu'à lui et je pense pas à mon bac. Bon, je l'ai, ça se passe bien. J'y pense, je me dis: «Ah, en fait, je voulais pas du tout la faire cette colo parce que j'étais timide, maladive et je me dis: "Comment je vais m'en sortir à être animatrice d'enfants?"» Et en fait, là, je switch complètement et je me dis: «J'ai trop hâte d'y être pour pouvoir le revoir et je veux faire mon boulot à fond parce que je veux qu'il voit que je suis une bonne animatrice». Tes parents, ils ont rien dû comprendre. Et non, mais je leur en ai pas parlé du tout, évidemment. Mais alors, quand tu arrives le jour de la colo, donc du début de ton stage, donc c'est un mois, ce mois que tu vas passer en tant que stagiaire animatrice au sein de la colo, tu arrives dans quel état? T'es hyper stressée ou... Je suis stressée de faire la colo en tant qu'anime, parce qu'il y a quand même ça qui est en jeu, mon BAFA. Et je suis aussi très contente de le revoir, même si, en fait, je me dis, comme on est en août et qu'il y a la colo aussi en juillet, en fait, il y avait juillet et août, je me dis, ça se trouve, il est sorti avec quelqu'un en juillet, parce que on sait que dans les colos, des fois, il y a des couples qui se forment. Donc, même s'il était célibataire avant, ben, ça se trouve, il est devenu en couple et je vais être dégoûtée. Enfin, je me fais plein de films. Et en fait, j'arrive, et je sais pas comment je le sais, mais à un moment donné, en fait, on parle entre animes. Ça devait être au moins une semaine après qu'on soit arrivé, parce que pour faire connaissance avec les autres, parler avec les animés et tout, j'apprends en fait qu'il était à la base célibataire. Donc je me dis, ah ouais. Et j'apprends en même temps qu'au mois de juillet, il est sorti avec une anime. Donc je me dis, ah non, je suis passée trop tard. Et qui sont toujours ensemble? Et en fait, je savais pas. Je savais pas parce que c'était une anime qui était là que pour le mois de juillet. Je dis, bah, je sais pas si c'était juste pour le mois de juillet et après, bon, c'est pas super, mais ça arrive en fait, ce genre de histoire de vacances. Et en tout cas, elle est plus là. Donc, il y a plus une continuité en tout cas. Oui, ça c'est le point positif. Voilà. Donc, il y a quand même un truc positif, mais bon. Ok, toi t'étais pas majeure à ce moment-là aussi, Mélanie. Lui, dans sa position quand même, il y a quand même ça qui doit rentrer en jeu, non? J'y avais pas pensé du tout, ni au fait que j'étais majeure ou pas majeure, ni au fait qu'il était directeur et moi anime. Moi, toute pleine de mon coup de foudre, j'étais, bah, c'est l'évidence, c'est l'évidence, il doit me reconnaître en fait, on est fait l'un pour l'autre. Mais oui, effectivement, en fait, bah, c'est ce qui va se passer après, mais je veux pas spoiler. En tout cas, lui, il avait donc 8 ans de plus que moi, donc majeur, il avait 25 ans à l'époque. Et puis, c'était le directeur et moi, j'étais une stagiaire. Donc, je pense que les deux éléments font que normalement, quand tu es directeur et un homme majeur face à une mineure, tu fais rien. Alors que moi, j'étais vraiment en attente de qu'il se passe quelque chose. Dans les 4 semaines qui arrivent, vous allez vous rapprocher, vous allez devenir amis, tu vas créer un lien avec lui d'une façon ou d'une autre? Alors, donc, comme je te disais, j'étais très timide. Donc, moi, je fais mon travail, je le fais plutôt bien. Je le vois, enfin, en fait, dans son rôle de directeur, c'était pas mon collègue, donc je le voyais pas tout le temps. Par contre, il passait parfois dans les couloirs pour vérifier, voilà, que tout se passait bien, qu'on faisait bien notre travail. Parfois, il nous disait de ramasser 2, 3 affaires, machin. Donc, je le voyais juste passer au moins une fois par jour, mais comme ça, en coup de vent. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, moi, bah, j'avais boum, 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 le cœur qui rebattait. Et j'avais l'impression que lui, il m'appréciait. Mais après, de là à dire que c'était plus que juste, bah, il encourage ses équipes, il fait un sourire, il encourage, bah, je ne pouvais pas savoir. J'étais juste, bon, bah, il me déteste pas, en tout cas. Il souriait, il trouvait que je faisais bien mon travail, mais sans plus. Il va y avoir un événement pendant ce mois ou pas du tout? Oui, il y a un événement, c'est que en fait, donc je sais pas si je te disais, mais c'est un mois d'août avec des maternelles et donc c'est des courtes colos de 4 jours, 4 ou 5 jours. Oui, parce qu'ils sont trop petits pour rester plus longtemps. Et du coup, chaque fin de séjour de 5 jours, en fait, on était au centre que entre animes et bah, le directeur pendant les 2 jours de week-end. On restait sur place et donc on se rapprochait entre animes, on faisait des soirées séries, etc. Donc en fait, chaque semaine, il y avait ces week-ends un peu de pause et de rapprochement. Et le dernier week-end, on reste tous ensemble encore pour fermer le centre de vacances. Et en fait, il y a un anime qui lance un truc. Bon, c'est pas tout ça, mais on n'a jamais su qui aimait qui. Il y a des couples qui se sont créés, parce qu'il y avait des couples qui s'étaient créés parmi les animes. Mais voilà, on va faire un jeu, quoi. Et en fait, tout le monde doit dire pour qui il avait un crush, etc. Donc tout le monde dit un truc. Et en fait, moi, je dis rien. Parce que, en fait, non, on devait deviner qui était le crush de l'autre. Et donc tout le monde a essayé de deviner pour tout le monde et tout le monde a deviné. Et en fait, moi, ils ont dit tous les noms et ils n'ont jamais trouvé. Parce qu'ils ont dit tous les noms des animes, en fait. Parce qu'il y avait je sais pas combien d'animes.
Et du coup, je dis: «Non, non, non» et à la fin, ils me disent: «Mais est-ce qu'il y a quelqu'un?» parce qu'en fait, ça sert à rien qu'on cherche s'il y a personne. Je dis: «Oui, j'ai un crush, mais vous ne l'avez pas cité». Il se trouve que celui qui a lancé ça, c'était le frère de Nico, donc le frère du directeur était aussi sur la colo, il avait un autre rôle. Il était l'adjoint, je crois. Et donc il dit: «Non, mais c'est pas possible, j'ai envie de savoir» et donc tout le monde était allé se coucher. Il était plus de minuit, et il restait sur moi. Il me disait: «Mais c'est pas possible, si tu me dis qu'il y a quelqu'un, je veux savoir». Il commence à faire tout le personnel technique et là, je lui dis: «Non» pour tous les noms et au bout d'un moment, il me regarde, il fait: «Non, c'est pas ce que je crois» et je me dis: «Là, il a deviné», tu vois? Et en fait, il me dit: «Moi?» C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il a cru que c'était lui, je non? je fais: «Ah ouais, mais non» et donc là, Malaise quand même, la gênance, non? non, c'était rigolo parce qu'il était en couple. Donc c'était plus gênant pour moi si j'avais un crush, tu vois? Parce que tout le monde savait qu'il était en couple et elle était là sur la colo en plus. Donc ça aurait été bizarre que je dise que je dise ça. Donc je lui dis: «Non, non, c'est trop bizarre». Et là, il me dit: «Bah, mon frère» et je savais pas que c'était son frère à ce moment-là et donc je lui dis: «Bah, je sais pas» et donc il me dit: «Bah, c'est Nico, le directeur» et là, je lui dis: «Bah, oui». Il fait: «Oh, mais tu as pas osé, et je lui dis: «Mais surtout, tu lui dis pas, ça sert à rien. De toute façon, la colo est finie, il s'est rien passé, aucun enfin, ça a aucun intérêt». Il me dit: «Ouais, je te promets, vraiment, je te promets». On range la colo. Vraiment, je te promets, je lui dis rien, ça sert à rien parce que moi, j'avais l'air super ridicule parce que dernier jour de colo, il s'est rien passé. Je me dis: «Bah, c'est que dans ma tête, en fait» et donc la colo se termine, il s'en va et en fait, là, c'est le dernier jour et tout le monde va dormir, quelque part, dans la colo, il y a des gens qui regardent des films et cetera et moi, je me souviens, j'avais mon coussin, j'ai toujours beaucoup de mémoire quand, je suis à un moment, où il était, pas loin. Donc j'ai mon coussin sous le bras, j'ai mon matelas parce que tout le monde avait déménagé son lit pour, se mettre, dans une grande salle, et certains dans le jardin. Enfin vraiment c'est les jours heureux, hein. Et donc moi j'étais un peu, asociale et donc je me suis dit: «Non moi, j'avais jamais fait de» parce qu'on avait une activité qui s'appelait, le trappeur. Ça veut dire que on fait une nuit à la Belle Étoile et en fait avec mes enfants, avec les enfants avec qui je m'occupais, je l'avais pas fait. Et donc je me dis: «Bah, moi, je me le fais toute seule, je vais à la Belle Étoile, il fait beau, voilà» et en fait, j'y vais et je vois que 3 mètres derrière, Nico est là avec son son oreiller, sa couette, machin et il me suit et du coup, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» et en fait, il me suit, il me dit: «Bah, je peux t'accompagner, j'ai pas fait de nuit à la Belle Étoile non plus», je dis: «Mais ça n'a aucun sens, en fait, I on n'avait aucun tu vois, à part, se croiser dans les couloirs, on n'avait jamais discuté plus que ça avant et donc là, je me dis: oh non, Thomas, il est allé lui dire direct». Il me suit et en fait, bah, là, à ce moment-là, en fait, je sais pas, on vit une soirée un peu, hors du temps où je me dis: «Mais en fait, là, je suis à côté du gars que j'aime bien. On va dormir à la Belle Étoile l'été comme ça». Enfin, c'est hyper romantique. C'est comme si c'était normal. Enfin, pour lui, il s'installe à côté de moi. Il me dit: On peut dormir ensemble?» Je lui dis: «Bah, oui». Enfin, ensemble, voilà, on est chacun sur notre non, on avait un sac de couchage chacun, donc séparés, hein et notre couette, notre oreiller et puis là, il commence à me dire, «Bah, voilà, si j'osais, je pense que je t'embrasserais. Est-ce que j'ai le droit?» Et je lui dis: et on n'avait pas bu ni rien, mais c'était comme si c'était normal. C'était très bizarre. Je crois que je lui ai dit: «Mais tu m'aimes bien?» Enfin, c'est parce que ça sort de nulle part, en fait et là, il me dit: «Oui, mais en fait, j'osais pas. De toute la colo, tu as pas vu? Je t'ai fait des clins d'œil à chaque fois qu'on se voyait». Je fais: «Bah, j'avais l'impression, mais je trouvais ça tellement pas possible que j'ai pas voulu interpréter» et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on était à la cantine ou quelque part, il passait, il me faisait un clin d'œil et je me disais: «Bah, il fait ça à tout le monde, en fait, à tous les animes qu'il croise». Mais en fait, non, pas du tout et il me dit: «Je faisais tout le temps ça et tout» et puis à un moment donné, chaque semaine, j'avais envie de te voir, mais je me suis dit: «Tu es mineure, donc je peux pas. En fait, je peux pas» et il m'a dit, bah, d'ailleurs, là non plus, je peux pas, mais voilà, je voulais te dire que je t'aimais bien et voilà, on a dormi à la Belle Étoile, et le lendemain, on est tous les 2 rentrés chez nous. Bah, le lendemain, c'était la fin et puis après, fini, on se voyait plus. Tu reparti pour des mois avec, tes À souvenirs repsychoter. et à Ouais. te reimaginer, une vie, non? Avec lui? Enfin, une histoire avec lui? Comment tu repars? Je repars en me disant, «Je suis contente parce que j'aurais juste pu avoir un crush et qu'il soit non réciproque» et là, c'était comme un petit cadeau de dernière, minute
Et ça m'a fait plaisir parce que c'était la première fois, en fait, que j'aimais bien quelqu'un et qu'il me dise qu'il m'aime bien et que voilà, ça se finisse bien. Et je le prenais comme un beau souvenir. J'avais pareil, j'étais très pessimiste en me disant: «Bah, on va jamais se revoir, il y a pas de raison, en fait, que ça continue. On s'est même pas donné nos numéros». Enfin, pour moi, je le voyais comme un souvenir. Et d'ailleurs, j'ai rien fait, je lui ai pas donné mon numéro. Enfin, il avait mon numéro sur mon contrat de travail. Mais j'ai rien fait de particulier, en fait, à ce moment-là pour, faire en sorte que ça continue. Donc après, j'ai passé mon bac, donc j'entre à la fac. Pareil, je me dis: «Bah, 1re année, j'ai pas forcément de petit boulot et je suis encore inscrite dans le fichier de BAFA de la RATP, donc n'importe quel directeur peut m'appeler». Et à ce moment-là, bah, moi, je l'appelle pas parce que j'ose pas. En fait, je me sens un peu ridicule. Je me dis, je vais quand même avouer que j'étais amoureuse de lui et en fait, c'est bizarre. J'ai un appel d'un directeur à qui je dis oui pour une colo pendant l'année. Et ensuite, apparemment, ce directeur appelle, parce que tous les directeurs se connaissent de colonies de vacances, et ce directeur appelle Nico pour dire, bah, j'ai embauché Mélanie. Apparemment, elle est encore libre cet été. Tu peux l'appeler. Et en fait, je reçois pendant l'année un coup de fil, je crois 2 mois avant l'été. Et il me dit, mais comme si de rien ne s'était passé, il me dit, «Salut, je cherche des animes pour cet été, est-ce que tu es dispo en août?» Et moi je dis: «Oui, bah, pourquoi pas», mais on parle Oui, pas je sais du tout pas, je vais de voilà. voir. Je vais Ouais, réfléchir. je crois que j'ai fait ça en plus. J'ai dit: «Bah, je vais voir parce que j'ai plusieurs propositions» pour me faire un peu désirer quand même. Parce qu'évidemment, j'y pense toute l'année. À chaque coin de rue, j'ai l'impression de le voir. Et et en plus, je savais que c'était alors en fait, il faut savoir que les directeurs de la RATP, c'était à l'époque, parce que c'est plus le cas maintenant, des agents RATP. Donc à chaque fois que je vais dans une gare, je regarde s'il est pas là. C'était horrible. Toute l'année, je vais à la fac à Nanterre et donc je regarde chaque guichet pour voir si je l'aperçois pas. Je psychote toute l'année et en fait, quand il m'appelle, et j'étais tellement paniquée que quand j'ai vu son appel, j'ai pas décroché pour avoir un message de lui. Et comme ça, après, je l'ai écouté Tu en pouvais le boucle. réécouter. Non, mais vraiment, la psychopathe. Non, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à cette deuxième colo? Parce que là, tu es majeure? C'est ça, j'ai 18 ans. Comme c'était un sujet, je me dis: «Ah, c'est bon, j'ai 18 ans, pourvu qu'il soit encore célibataire et qu'il est pas encore avec une fille en en juillet». Ah, il m'appelle, genre 2 jours avant, je crois, pour me dire: «Au fait, je dois descendre du matériel avant en colo», parce que cette fois-ci, c'est dans le sud de la France, c'est pas à côté de chez moi. Et il me dit: «Est-ce que tu voudrais descendre avec moi 2 jours avant tous les animes?» Et là, je me dis: «C'est une proposition qui est pas par rapport au normalement à ce qu'on devrait faire, je devrais aller avec les enfants, tout le monde», et je crois que je lui dis non. Enfin, c'est sûr même, puisque j'y suis allée avec tous les enfants. Mais je crois que j'ai paniqué. Je me suis dit: «Oh là là, ça me fait peur, c'est bizarre et tout», et donc je lui dis non. Ou peut-être que j'étais pas dispo, enfin. Bref, je lui dis non, mais je me dis: «Ah, mais ça veut dire qu'il y a moyen de quelque chose». Puisqu'il me propose, en fait, d'aller, avant tout le monde, en fait, avec lui, et après il remonte, sur Paris pour, faire le trajet, mais rester 2 jours avant. Je lui dis non, je pense que je panique, en fait. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire à tous les 2 sur le centre de vacances?» Et en fait, donc on se voit comme d'habitude, enfin comme prévu, tu vois, à la gare pour, le rendez-vous avec tous les enfants, le train et tout. Il se passe absolument rien. On se voit même pas, on se regarde pas. Et donc je fais la colo. Là, je suis animatrice un peu plus aguerrie. J'ai fait 3-4 colos depuis. Première semaine se passe entière. Moi, chaque jour, je guette des signes. Je le croise à tous les jours, presque pratiquement partout. Et il se passe rien. Vraiment, il y a même pas les clins d'œil de la première fois. Et donc je me dis: «Ça y est, c'est fini, il y a plus rien, et c'est pas il m'a oublié». J'ai juste été embauchée en tant qu'anime, c'est OK. J'ai une première journée de congé. En fait, on a le droit à 1 jour de congé par semaine. Et donc j'arrive voilà, le soir. Il y a plusieurs autres, animes qui sont en congé le lendemain comme moi, donc on finit tard, on papote. Et je m'ouvre, je sais pas ce qui m'a pris, mais quand on est amoureux, hein, il y a plus de barrière. Donc je m'ouvre à un autre anime et je lui dis: «Bah, je suis un peu dégoûtée, je pensais que voilà, enfin moi j'ai un crush sur Nico et je pense que lui non», et voilà. L'anime en question me dit: «Avant d'abandonner maintenant, demande-lui ou fais quelque chose pour être sûr que c'est mort, et après, bah, si c'est mort, ouais, tu continues ta colo et tu te concentres sur autre chose». Enfin sur autre chose. De toute façon, j'étais concentrée sur les enfants et tout, je faisais bien mon travail, mais donc il m'incite à faire quelque chose. Et donc là, à 00:30, je prends mon courage à 2 mains, je prends mon téléphone et j'envoie un SMS, à Nico en juste, je savais pas trop quoi dire. Je crois qu'on a mis 1 heure On va écrire le à message. décider quoi écrire. Et au final, j'ai juste écrit:
Tu dors? Point d'interrogation. Évidemment. Il me répond, je crois, dans la minute. Alors, la minute vaut des heures, hein, bien sûr, mais il me répond non. Et là, je me dis non, ça veut dire que je peux venir te voir. Non, ça veut dire que non, mais qu'est-ce que tu me veux? Pour moi, c'est comme les messages où tu fais un gros pavé et on te donne un pouce. C'est clair. Et donc, je me dis, bon, bah, quitte à avoir commencé, je suis allée, je savais où était sa chambre et je suis allée toquer. Alors, il m'a ouvert. Alors, je t'avoue, alors la mémoire, c'est peut-être le fil rouge de cet épisode, mais je suis pas sûre de me souvenir ou de réinventer le truc, pour le coup. Mais je me souviens que j'ai toqué et c'était genre évident et on s'est embrassé. Bah si, c'est bien cette version. Ouais, c'est pas mal, hein, mais je sais pas si je l'ai inventé, mais dans mon Peut-être. souvenir, Tu l'as c'était ça. peut-être inventé, mais c'est ce qui fait aussi les histoires et les légendes autour de nos couples. Moi, j'aime bien ce genre de... On n'est pas Et du sûr. coup, je lui dis, et je crois que à ce moment-là, je lui dis, mais tu m'as mené en bateau pendant une semaine, en fait, qu'est-ce que tu fais? Il fait, bah ouais, je voulais voir enfin, dans quel état d'esprit t'étais. Comme j'avais dit non, en fait, à descendre dans le sud avant, il savait pas trop, en fait, si moi, je venais juste en tant qu'anime aussi, ou si aussi j'étais ouverte à, à le voir un peu plus. Et donc, il me dit, ah bon, bah, t'es en. Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'étais pas dans ton, je sais pas, dans ton bâtiment? Et je dis, bah, je suis en congé demain, donc en fait, on peut rester plus tard le soir. Et il dit, ah, bah, si tu es en congé, je t'emmène en Espagne, parce on était vraiment à la frontière. Et le lendemain, on a passé la journée ensemble, comme si on était en couple. Non, mais c'est très étrange, cette relation. Et alors, Mélanie, si on fait un petit saut dans le temps, maintenant qu'on a eu tous les détails croustillants de ces premiers moments, aujourd'hui, on est combien de temps plus tard? Alors aujourd'hui, donc je disais qu'au début de cette histoire, j'avais 17 ans, puis 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Nous sommes toujours en couple. On est mariés et on a un enfant. Voilà, la vie est toujours belle sous le soleil. On a suivi cette histoire qui était censée au début être juste un petit crush d'été. Et c'est devenu l'amour de ma vie que j'avais dit que c'était. Il est devenu et je suis contente parce que moi, j'avais cette sensation de l'avoir reconnu, en fait, à ce moment et j'avais qu'une seule peur, c'est qu'ils me reconnaissent pas aussi, en fait et qu'ils se disent pas: «Ah bah, en fait, c'est bien elle» et ça a été le cas et donc c'est la plus belle histoire, je trouve. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu penses qui a été déterminant dans le fait que cette histoire n'est pas restée un crush de vacances et qu'elle est devenue sérieuse et qu'elle est devenue l'histoire, une grande histoire d'amour? Je pense que c'est notre détermination à tous les 2 parce que ça tenait pas à grand-chose, je pense, en le connaissant maintenant depuis, un paquet d'années. Je sais qu'en fait, il était aussi timide que moi, on va dire, dans les relations, au moins amoureuses et que tous les 2 on aurait pu passer à côté si on s'était pas dit: «Non mais vraiment là, il faut y aller» et en fait, autant lui que moi, nous étions reconnus enfin lui, il m'a dit plus tard que, le fait que je sois la personne, la plus en retrait et on va dire, introvertie, l'avait aussi attiré parce que lui, il l'est, même si ça se voyait pas parce qu'il prenait cette air de, pour le rôle de directeur. Mais que lui, il est aussi, un peu comme ça et que ça l'avait attiré que j'étais plus en retrait et qu'en fait, tous les 2 on est sortis de notre zone de confort puisque c'était clairement pas, le genre notre comportement habituel d'aller, bah, moi, envoyer un SMS, de demander à tout le monde s'il était célibataire, d'aller toquer à sa porte alors que j'avais aucune idée s'il allait, me jeter ou enfin, vraiment, j'avais aucun signe et lui, de son côté, de prendre son courage à 2 mains, de se dire: «Bon, je l'appelle, ça fait, 8 mois qu'on ne s'est pas parlé, mais je lui demande de venir sur la colo». De me demander en plus, de venir plus tôt pour me faire un signe, un peu évident et en fait, tous les 2 on a essayé, essayé, essayé et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est retrouvés, je pense. Et vous êtes plus jamais lâchés après? Bah non, c'est après il y a eu plein d'épreuves, je suis partie en Erasmus 1 an plus tard, pendant 1 an et du coup ça a mis à l'épreuve, on a pour l'instant en tout cas, je touche du bois, tout se passe bien. Est-ce que tu crois au hasard ou au destin? Comment il est arrivé,
sur ton chemin, à ton avis? Moi, je crois pas trop au hasard. Par contre, je crois plus du tout au prince charmant comme, je te disais au tout début avec cette idée de il y a une personne qui est faite pour toi, tu vas le reconnaître, mais il y a que cette personne-là et ce sera un conte de fées. Ça, j'y crois plus du tout. Je pense que c'est du travail, je pense que c'est de la communication, je pense que c'est beaucoup d'efforts et de compromis et cetera. Mais par contre, je crois que chaque chose arrive, pour une raison. Aussi, je pense que c'est du fait de ma culture. Moi, je crois au karma, je crois au fait que alors tu vois, je sais pas si tu sais en culture bouddhiste, on croit à la réincarnation et en fait, on dit que toutes les personnes proches qui nous entourent, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, ton conjoint, tes enfants, sont toujours avec toi d'une vie à une autre. Parce qu'il y a plusieurs vies et en fait, une vie, c'est ton père, une vie, c'est ta petite sœur et en fait, tu le retrouves un jour, mais c'est sûr que tu vas le retrouver dans le monde quelque part et en fait, pour moi, le jour où j'ai retrouvé, on va dire, Nico, enfin que j'ai rencontré Nico, je pense que je l'ai retrouvé parce que je devais déjà être avec lui, avant, tu vois? Et je le vois un peu comme ça, même si, voilà, c'est pas très rationnel. Donc voilà, je me dis: «C'est le destin». Est-ce que pour conclure, Mélanie, d'abord merci de m'avoir raconté tes jours heureux à toi, qui me font tout autant rêver que le film dont on parlait au début de l'interview. Est-ce que tu aurais envie, Mélanie, alors il y a aucune obligation, mais est-ce que tu aurais envie de glisser un mot à l'oreille de Nicolas? Oh, je m'attendais pas à cette question. Je pense que d'avoir raconté notre histoire, déjà, je pense que c'est la première fois que je le fais. J'espère qu'il va écouter et que ça va lui rappeler de bons souvenirs. Parce que ça va te rappeler de bons souvenirs si je m'adresse directement à Nico. Je suis très heureuse de tout le parcours qu'on a fait, qu'on ait choisi en fait de faire cet effort l'un et l'autre et que le fait d'être, timide, introverti, pas confiance en soi et cetera, je pense que c'est pas une faiblesse et que c'est ça qui nous a rapprochés et donc si j'ai un mot à te dire, c'est que je t'aime toujours autant et j'espère encore, pour, de longues années. Voilà. Merci, Mélanie. Merci beaucoup MC. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.